Pour vraiment comprendre la complexité du monde d'aujourd'hui, on va laisser de côté un instant les missiles, les traités, les grandes stratégies, et on va commencer par la base, directement sur le terrain. Cette citation, elle vient d'un ancien des forces spéciales britanniques, un homme qui en a vu d'autres. Et ce qu'il décrit sur les sites de distribution d'aide à Gaza, eh bien, ça donne le ton. C'est un tableau vraiment, vraiment effroyable. Avant de parler de géopolitique, il faut d'abord saisir la réalité humaine. Qu'est-ce que ça veut dire être là-bas? C'est ce qu'on va voir maintenant. 23 minutes. C'est à peine le temps de réaliser ce qui se passe. D'après une analyse forensique, c'était la durée moyenne pendant laquelle un site d'aide restait ouvert. Imaginez la scène. Une course contre la montre, désespérée, une frénésie mortelle pour des gens qui meurent de faim. Les témoins sur place parlent même d'une sorte de Squid Game macabre. Il y a un feu vert, et là, il faut sprinter vers la nourriture, souvent sous les tirs. Puis, un feu rouge. Le temps est écoulé, et c'est terminé. Obtenir de l'aide devient littéralement un jeu de vie ou de mort. Dave McIntosh, l'ex-marine, raconte même un incident précis, très troublant. Un garçon de 12 ans, abattu par un sniper. Il s'est vidé de son sang pendant une demi-heure. Un rapport interne aurait qualifié ça de meurtre pur et simple, mais il aurait été tout simplement ignoré. McIntosh, lui, n'hésite pas à parler de crime de guerre. Bon, maintenant, on va prendre de la hauteur. On quitte le terrain pour s'intéresser au conflit entre États. Parce que là aussi, il y a eu un événement militaire absolument stupéfiant qui semble avoir complètement rebattu les cartes. Le chiffre à retenir, c'est 300. Un analyste militaire rapporte que l'Iran aurait lancé une salve de 300 missiles balistiques des Khaybar Shekhan directement sur le commandement nord de l'armée israélienne. Et les conséquences alléguées sont énormes. Cette seule attaque aurait détruit l'infrastructure de commandement de 5 brigades israéliennes. 5! Ce qui aurait forcé Israël à demander un cessez-le-feu. La question c'est comment est-ce possible face à l'un des systèmes de défense les plus sophistiqués de la planète? En fait, la stratégie est assez simple à comprendre, mais redoutable. Il ne s'agissait pas de déjouer la technologie du dôme de fer ou de la fronde de David. Non, l'idée, c'était de la submerger. C'est une attaque par saturation. Le bouclier israélien a un nombre limité d'intercepteurs. Si on envoie plus de missiles que le système ne peut en gérer en même temps, eh bien, il est dépassé. Et d'où vient cette capacité? L'histoire est fascinante. Selon les analyses, tout commence en 2011, quand l'Iran met la main sur un drone furtif américain, un RQ-170, et ce, intact. Ils l'ont désossé, étudié, et ils ont compris comment fabriquer des systèmes de guidage qui n'ont pas besoin de GPS. Résultat, le missile Khaybar Shekhan, qui est donc insensible au brouillage. Une perte de renseignements américaine majeure qui a, semble-t-il, des conséquences plus de 10 ans plus tard. Mais attention, l'Iran n'a pas fait ça tout seul. Et c'est là qu'on passe à l'échiquier mondial. Cette nouvelle capacité a été rendue possible par un alignement de puissances qui change la donne. Les mots sont forts, ce n'est plus une théorie. Ce sont les commandants militaires américains eux-mêmes qui parlent ouvertement d'une collusion autoritaire entre la Chine, la Russie, la Corée du Nord et l'Iran. Une véritable alliance stratégique. Un amiral américain a même utilisé le terme de symbiose transactionnelle. C'est une très bonne image. En gros, chaque pays vient combler les faiblesses de l'autre. C'est un partenariat où tout le monde y gagne. Mais concrètement, comment ça marche? Alors voilà, c'est un véritable réseau d'échanges. La Chine aide à reconstruire la machine de guerre russe en fournissant machines-outils et semi-conducteurs. La Corée du Nord envoie des munitions, peut-être même des troupes. L'Iran fournit des drones. Et en retour, ils reçoivent tous de la technologie militaire de pointe, russe ou chinoise. C'est un cercle qui se renforce mutuellement. Pendant que ces grandes alliances se solidifient à l'échelle mondiale, c'est crucial de voir que les conflits révèlent aussi des fractures, des divisions profondes, et parfois là où on s'y attend le moins. Par exemple, à l'intérieur même d'Israël. Cette phrase est assez saisissante. Elle a été prononcée par un juif ultra-orthodoxe à Jérusalem. Son groupe protestait contre l'existence même de l'État d'Israël, allant jusqu'à brûler le drapeau israélien le jour de l'indépendance du pays. Pour ces groupes, comme les Neturei Karta, le problème n'est pas politique, il est théologique. Pour eux, le sionisme est une trahison. Créer un État avant la venue du Messie est une rébellion contre Dieu. Ils se sentent donc complètement étrangers à l'État d'Israël et à ses actions. C'est un conflit interne profond et souvent méconnu. Forcément, tous ces bouleversements, que ce soit sur le terrain, dans la technologie militaire ou dans les alliances, eh bien, ça a des conséquences. Ça crée de nouvelles zones de friction, des points de tension imprévisibles et potentiellement très dangereux. Et en voilà un exemple concret. Israël aurait frappé le port d'Anzali, en mer Caspienne. Ce port n'est pas anodin. C'est une plaque tournante du commerce entre la Russie et l'Iran pour contourner les sanctions.
En frappant là, Israël touche directement aux intérêts russes, franchissant une ligne que même les États-Unis semblaient respecter. La réaction de Moscou ne s'est pas fait attendre. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a été très claire. La Russie ne restera pas les bras croisés et n'oubliera pas. C'est un avertissement à peine voilé que le conflit pourrait prendre une toute autre dimension. Et voici le risque majeur. Cette frappe pourrait être l'élément déclencheur qui pousse l'Iran à signer un traité de défense mutuelle avec la Russie. C'est quelque chose que Téhéran avait jusqu'ici refusé, mais si ça se fait, ça pourrait placer l'Iran sous le parapluie nucléaire russe, et là, toute la carte stratégique de la région serait redessinée. Finalement, de la souffrance sur le terrain à Gaza jusqu'à l'échiquier mondial, on voit bien qu'une nouvelle réalité est en train d'émerger. La vraie question n'est plus de savoir ce que peut faire tel ou tel pays. La question, c'est de savoir si les anciennes règles du jeu, les règles du pouvoir et de la dissuasion qui ont régi le monde pendant décennies, sont tout simplement encore valables aujourd'hui. Et ça, pour l'instant, personne n'a la réponse.